RCF. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une guerre, finalement, vous savez. Mais nos parents savaient. Ça mitraillait tous les jours, ça bombardait, alors. Je me rappelle surtout des avions, le bruit des avions. Et ça, ce bruit-là, je l'ai encore dans les oreilles. Le 6 juin, à 5 heures du matin, on est réveillé par un grondement sourd. Notre père nous a dit, c'est le débarquement. Nous sommes libérés. Nous sommes plus sur le joug des Allemands. Dans ce podcast RCF, Les enfants du jour J, nous donnons la parole au dernier témoin normand. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, ils racontent leur enfance et adolescence marquée par la guerre. Aujourd'hui, c'est Désiré d'Ajon-Lamare qui nous raconte son histoire. Le 6 juin 1944, il avait 8 ans. Il se trouvait à Ouistreham, sur la côte, où tous les combats débutaient. Avec son regard d'enfant, il nous partage son quotidien pendant la guerre. Les enfants du jour J, un podcast RCF réalisé par Alice Létondo en partenariat avec l'Office de tourisme de Caen. Moi, c'est les bombardements qui ont commencé à me faire peur. À Ouistreham, nous avons subi 2 gros bombardements avec beaucoup de civils. Bon, le 6 juin est arrivé, mais on avait déjà, quand on entendait les avions passer ou les chasseurs qui frôlaient la plage, le bruit d'un avion, c'était impensable. Et pendant la scolarité, quand les avions passaient, le maître d'école nous disait vite sous la table. Et on se mettait sous la table. Alors, il faut se dire une chose, c'est que 19 juin 1943, exactement, plus d'enfants scolarisés dans les classes, dans les écoles publiques. Plus d'enfants. La mairie avait réquisitionné des villas ou des maisons de maîtres dans le bourg de Ouistreham. Moi, j'étais dans une villa, dans une grande villa, un manoir, et on avait l'école le matin ou l'après-midi pour éviter d'avoir trop de nombre de gosses dans les classes. Alors, je vous dis pas que quand il y avait le bruit d'un avion qui passait, l'instituteur nous disait vite dans les tranchées. Mars-avril 44, et la préfecture avait donné une certaine somme à la mairie pour que les enfants scolarisés puissent quitter Ouistreham. Donc, ils ont été réfugiés dans des villages de Saint-Germain-de-Talvonne, Vire, Condé-sur-Noireau. Et les parents étaient obligés de signer. Donc, eux ont continué leur scolarité. Mais moi, ma maman n'a pas voulu. J'avais plus de père, plus de frère, l'oncle prisonnier, tout ça. Et je suis resté, donc je suis un des seuls gosses qui a resté le 6 juin à Ouistreham. On a resté, la grand-mère voulait pas bouger, on a resté exactement au même endroit que c'est que nous sommes aujourd'hui. Tout le monde partait en exode, de village en village, avec le couvre-feu, c'était pas toujours évident. Je vais vous parler pendant la scolarité. Quand je revenais de l'école, la grand-mère me disait, priorité, faire tes devoirs. Mais parfois, il n'y avait pas de lumière, alors c'était avec la lampe pigeon ou la lampe à pétrole. On ne voyait pas, parce que l'électricité était coupée. Les habitants de Caen de l'époque, combien qu'ils ont souffert. Et ils faisaient la queue soit au boulanger, soit à la boucherie pour s'entendre dire « j'ai plus de viande, j'ai plus de pain ». Mais nous, à la campagne, il n'y avait pas de pelouse, ce n'était que du jardin. On avait des poules et des lapins. Qui vous dit des poules et des lapins? Et on partait dans la plaine chercher de la luzerne, chercher l'herbe au lapin, comme on pouvait dire. Désiré a fait preuve de résilience et de débrouillardise en ces temps troublés. D'un rien, il fallait se débrouiller. Moi, j'admirais la maman, la grand-mère, tout ça. Il faut se dire, pendant l'occupation allemande, tout était qu'avec ticket. Tout, la moindre chose. Le charbon, on avait des cuisinières. Le charbon et le rationnement. La viande, le pain. Combien de fois ma maman m'a mis les mains pour démailloter un tricot ou alors faire des gants ou un passe-montagne. Mais ils ne perdaient rien. Vous savez, ils savaient se débrouiller, les parents. Les Allemands réquisitionnaient aussi les enfants pendant l'occupation. Ils nous réquisitionnaient. Pendant la scolarité, on allait chercher les dorifores dans la plaine et on allait chercher le fruit de l'arbousier pour faire les confitures, parce que les Allemands avaient une confiturerie à Colleville-sur-Orne. On avait été bien éduqués en disant que le dorifort suçait la sève de la pomme de terre. Donc il fallait bien faire attention que d'enlever les laves en dessous des feuilles de pommes de terre de façon qu'il n'y ait plus rien du tout. Alors on faisait ça le matin et l'après-midi.
j'ai des tracts que les Américains larguaient. Et j'ai ramassé un tract, l'Amérique en guerre, pour avertir le peuple français qu'ils étaient toujours là. Quand on entendait les avions, toute personne habitant Riva, on avait tous des abris. Et on avait sympathisé avec nos voisins qui avaient été sinistrés à Caen. C'était des braves gens. Et vous savez, la présence d'un père, ça manque pour un jeune. Et j'étais souvent avec le monsieur qui avait fait 14-18, tout ça. Le 6 juin 1944, le bruit des avions sans arrêt dans la nuit, sans arrêt, ça commençait à tomber. Et on se trouvait dans notre cave et la grand-mère a dit « on va partir, on ne peut plus rester là ». Une chance, c'est que le voisin d'en face est venu nous chercher. Il a traversé la route, il a dit « venez parce qu'il y en a pour longtemps ». Voilà ce qu'il nous a dit. Il avait fait un abri souterrain pour y accéder. Mais ça tombait tellement, ça tombait. Et l'abri, il arrive à un moment, il n'a pas tenu. Il se trouvait juste à côté d'un tas de fumures, on appelle ça un tas de fumier, c'était les détritus du jardin, tout ça, juste à côté. Et le monsieur qui avait fait 14-18, il dit « restons plus là, partons ». Alors on a sorti de l'abri, on s'est mis le long du tas de détritus, et puis la grand-mère a dit « je tiens plus, partons ». On a fait peut-être 10 mètres pour aller dans un refuge d'une petite cabane en bois où le monsieur faisait sa sieste avant de commencer le jardin. Mais à ce moment-là, le tas de détritus, de fumier, un obus a tombé en plein milieu. Et moi, j'étais le dernier, j'ai été blessé. J'étais blessé à la jambe et j'ai eu la main, en tombant, j'ai mis la main sur... c'était l'éclat certainement qui m'a brûlé la main, mais c'était brûlé superficiel. J'ai pas de secret à vous dire, j'ai marqué tout sur un petit carnet. Et je peux vous lire ce que j'ai marqué le 6 juin. Dans les abris ou en dessous de la table dans la cuisine, je marquais ce que je ressentais du débarquement. Voilà ce que j'ai marqué. Mardi 6 juin, à partir de minuit, un bombardement effrayant. Les bombes pesant 6 tonnes tombent sur toute la côte. Arrivée des Français et des Anglais. Notre voisin vient à sortir avec son oreiller sur la tête. Un Français, commandant le commando, donne 6 cigarettes à notre voisin. Mais un officier anglais, commandant le commando, dit de rester toujours dans les abris car il y a encore des Allemands. L'après-midi fut très mouvementé. De nombreux Anglais débarquent. Dans la soirée, à partir de 17h, des parachutistes tombent toujours. Sans arrêt, jusqu'à 7h, des avions allemands lancent des bombes sur l'infirmerie anglaise, près de la maison. Je suis blessé. J'étais ouvert là, mais maman m'a toujours dit, un pas de plus, un peu de moins, t'as la jambe coupée. J'ai été libéré par le commando Kieffer, les 177 commandos, donc Kieffer qui a passé devant la maison. Leur but, commando Kieffer, c'était la prise du casino. Et le casino était fortifié, c'était une forteresse. Et grâce à Kieffer, qui a pris un char qui était devant la maison, les chars, c'est des chars anglais, des chars amphibies qu'il y avait devant la maison, et les chars servaient pour libérer le port. Et Kieffer a réussi à détourner le char pour attaquer le casino. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est les 2 gros bombardements. Quand tu as 12 ans, tu vois les victimes, des amis à ma grand-mère, sa belle-fille qui a été blessée, sa mère tuée sur le lieu du désastre, les maisons qui brûlaient pendant qu'on... Et tu voyais les responsables de la défense passive qui déblayaient pour récupérer des victimes. Au moment de la libération, les Alliés leur remettaient du baume au cœur. On avait tout ce qu'il fallait. L'arrivée, ils avaient ça dans leur sac, de chewing-gum, on avait du chocolat, tout ça. Mais c'était de passage, hein. Les restrictions restaient toujours. Mais là, il n'y avait plus d'épicerie, plus rien. Chacun se débrouillait à sa façon, hein. Parce que les privations, ça a été jusqu'en 1949. La libération fut vécue comme une délivrance pour l'enfant qui était désiré d'Ajon-Lamar. C'est d'entendre dire « nous sommes libérés ». Nous sommes libérés, nous sommes plus sur le joug des Allemands. Plus du tout de couvre-feu, c'est ça qu'il fallait se dire. La liberté et de la joie. La joie pour ma maman, la joie pour ma grand-mère. Dans un autre fond de cœur, ils pensaient à leur fils qui était resté toujours en Allemagne. Il y avait une grande joie à la libération.
pu être sur le joug des Allemands constamment. Les Allemands, Désiré s'en souvient, ils étaient arrivés le 19 juin 1940 à Ouistreham. On partait à l'école, on a vu un sidecar arriver dans le carrefour et les grands qui nous accompagnaient ont dit « Oh, c'est les Allemands !» On a continué d'aller à l'école, la maîtresse ne nous a rien dit, mais quand nous sommes revenus, notre petite ville de Ouistreham, Rivabella, ce n'était qu'une garnison allemande, que des Allemands partout. Le petit garçon, pendant la guerre, surtout quand il n'y avait plus d'école, un petit peu livré à lui-même, se débrouilla. Moi, je me débrouillais toujours, parce que les Allemands occupaient beaucoup de villas. C'était pas réquisitionné, c'était pris d'office. Eh bien, c'était d'essayer de trouver du pain. Au moment de Noël, j'ai passé un Noël à l'extérieur de la maison, ils ne faisaient pas rentrer, mais je les voyais. Je me rappelle encore voir des Allemands dans une villa qui dansaient, qui avaient le sapin, tout ça. Et ils me donnaient 1 ou 2 oranges, tout ça. Quand ils voyaient le gamin, on avait beaucoup les Todd, les officiers qui commandaient le mur de l'Atlantique. Donc, il y avait beaucoup de Todd, c'est-à-dire comme l'entreprise Bouygues, qui est maintenant, c'était l'entreprise Todd qui faisait les blocos. C'était des ingénieurs. Exactement. Et leur restaurant scolaire, si on peut dire, leur cantine était juste derrière chez moi. Comme un gamin, j'avais toujours une timbale. Je peux vous dire, tous les jours, j'avais quelque chose, une victoire ou quelque chose. Le 1er juin 1944, deuxième grand bombardement à Ouistreham, 1er juin 1944, je vous assure, on entendait les avions et les bombes tomber. On ne voyait pas d'avions, on n'entendait que le bruit. Tout tombait le 1er juin sur la ville de Ouistreham. Il n'y avait pas d'Allemands. Nos écoles, tout ça, tout était bombardé. Et comme je regardais en l'air, comme un gosse, il y a un Allemand qui a passé à ce moment-là, il m'a donné une claque sur l'épaule, j'ai tombé à côté de lui, à plein ventre, et il m'a mis sa main sur la mienne. C'était effrayant le bombardement. Tout le cœur de bourg de Ouistreham a été bombardé. Il faut se dire une chose, on n'allait plus sur la plage. Enfin, c'était dès 1942, c'était fini. Ce n'était que des barbelés. Enfin, chez nous, c'était que des barbelés et des soldats qui gardaient tout autour. La famille de Désiré avait la foi. Désiré était enfant de cœur. Celle-ci les a portés pendant la guerre. Le maire était venu nous voir, nous, habitants de Riva, pour dire de ne pas monter à Ouistreham. Ouistreham, c'était le bourg, à 1 kilomètre. Il ne fallait pas qu'on monte à Ouistreham. Il fallait rester, ou alors quitter la maison, mais rester à Riva. Moi, j'étais enfant de cœur, donc je ne montais plus à l'église. Eh bien, le prêtre avait un vicaire. Le vicaire descendait de Ouistreham pour venir à Riva, et je répondais la messe pour les quelques habitants qu'il y avait à Rivabella, dans le fourni de la boulangerie. Une fois que j'avais répondu la grand-messe à notre prêtre, j'allais du côté Saint-Joseph et il se trouvait une dizaine, pas plus, 10, 12, je répondais la messe aux Allemands. Et pour moi, c'était une fierté et puis un besoin de croire. Au moment qu'il y a eu les bombardements de camps, il fallait voir les personnes âgées qui étaient avec moi, tout ça. Tout le monde était avec le chapelet. Les avions ne passaient sans arrêt. Et on entendait le bruit et on pensait aux victimes qui étaient sous les bombes. Le 16 juin 1944, comme le tramway passait devant la villa, le groupe d'Anglais qui enlevaient les rails de chemin de fer, la route de Lyon, c'était la seule voie pour aller sur Caen à l'époque. La seule voie pour libérer Caen, qui malgré tout, Caen a été libéré que le 7 juillet. Je peux vous dire à 15 km qu'on a eu beaucoup de bombardements. Donc le 16 juin 1944, moi j'étais toujours avec les Anglais, toujours, vous pensez, et ma maman lavait leur linge. Comme il restait 4-5 jours, là, ils avançaient. Et le 16 juin, j'étais en train de regarder, enlever les rails, tout ça, avec tous les engins, impossible de voir ce qu'ils avaient comme engins mécaniques. Et j'étais assis à quelques pas de ma maison. D'un seul coup, il y a un avion qui est arrivé et je vois encore la bombe tomber. Et les soldats venaient de reprendre leur travail. J'ai vu dans le trou de bombe qu'il y en avait un qui était blessé, qui geignait, et il y avait 4 de tués. J'ai appelé ma maman, ma grand-mère. Ils ont amené le soldat dans la villa où j'habite actuellement. Et le fils du soldat
m'a apporté ce cadre qui témoigne l'authenticité de ce que je raconte. Désiré Dajon-Lamar a ensuite appris que ce soldat avait survécu grâce à son fils qui a souhaité le remercier des années plus tard. Avec une carte postale qui figure d'abord sur le cadre, il s'est renseigné au syndicat d'initiative qui est au Office du tourisme maintenant, où se trouvait la famille Dajon-Lamar. Et il y a eu la rencontre qui a été faite avec le fils du soldat. L'année qui a suivi, il nous a apporté le cadre avec le témoignage de son papa. Après la libération, en octobre 1944, l'école a repris, mais avec quelques camarades en moins. Je crois que pour l'académie, il avait dû attendre que les réfugiés soient tous revenus. Et donc je crois que l'école d'habitude, c'est au mois de septembre, l'école a repris en octobre 1944. Quand tout le monde sont revenus, le directeur de l'école a réuni tous les enfants dans la cour de toute classe, école libre, tout ça, nous a réunis dans la cour. Et il nous a lu tous les noms de nos petits camarades et camarades qui ne seront pas assis à côté de nous. Et je peux vous dire que la matinée, moi j'avais pleuré. Parce qu'on a pensé à nos petits copains, moi, qui étaient à côté de moi, j'avais un petit voisin, des horreurs de la guerre. On a repris tant bien que mal l'école, mais ça a été dur pour la journée, je peux vous promettre. Et après la vie continue. Pour Désiré Dajon-Lamar, c'est un devoir de transmettre. C'est un besoin de façon que notre jeunesse puisse savoir ce qu'on a vécu pendant l'occupation allemande. C'est un besoin, c'est de façon qu'on ne voit plus ça. Ce que j'ai subi, moi, parce qu'il faut reconnaître quand même, c'était les privations, c'était le couvre-feu. Le couvre-feu, impossible de sortir. Par année, parfois, je suis à plus de 450 élèves que je rencontre, comme je fais les classes découvertes. Quand je raconte mon authenticité de ce que j'ai vécu, eh bien, je suis heureux de m'exprimer avec mon cœur et ma sincérité, de façon qu'on ne voit plus ça. J'ai tellement été marqué au 70e de voir tous ces gens qui nous ont libérés, tous ces soldats, que ce soit français, anglais. C'était impensable à Bistrouam de voir cette réunion du 70e anniversaire et de voir l'amitié qui s'est faite ce jour-là entre un soldat allemand qui habitait Bistrouam et Léon Gauthier qui est décédé malheureusement au mois de juillet, de voir l'accolade qui se sont fait. Vous ne pouvez pas vous figurer ce que ça m'a marqué. Les enfants du jour J, un podcast RCF qui donne à entendre les derniers témoins du débarquement. Une série réalisée par Bénédicte Buisson et Alice Létondeau. À retrouver sur rcf.fr et les plateformes d'écoute.